Eh bien, bonjour. Bonjour à tous et à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être là, d'être venu pour, je crois que c'est la 9e, en l'occurrence, série d'échanges entre le Centre Léon Bérard et le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer. On est ravis de vous accueillir dans nos locaux aujourd'hui. Aujourd'hui, pour nous, en plus, cette série-là d'échanges est un peu plus spéciale puisque c'est dans le cadre, pour le cirque, des célébrations de notre 60e anniversaire, parce que le cirque fête ses 60 bougies. On a été créé en mai 65. Et donc, on a pas mal de petites manifestations tout au long de l'année, dont celle-là en fait partie. On est ravis de pouvoir discuter de tout ça avec vous. Je vois que ça a ramené pas mal de monde. Je sais que c'est un sujet qui est assez brûlant et sur lequel vous aurez très certainement beaucoup de questions. Mais avant toutes ces questions, je vous propose d'écouter quatre de nos chercheurs qui sont là, et du Centre Léon Bérard et du cirque, et qui vont pouvoir donc discuter avec nous des PFAS et du cancer. Et notamment de faire un petit point aujourd'hui sur l'état des connaissances, mais aussi d'expliquer quelques projets qu'on peut avoir en cours, aussi bien au CLB qu'au cirque, pour nous donner une meilleure idée exactement de ce que sont les PFAS et de surtout quel est leur niveau de dangerosité, de cancérogénéité, et comment peut-être on peut s'en prévenir. Donc encore merci d'être là avec nous. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Roland, qui est un scientifique du cirque, qui fait partie de la branche synthèse des données et classification, et qui va nous expliquer justement un petit peu la manière dont au cirque on a classifié les PFAS et tout le travail qui a été fait par le programme des monographies au sein du cirque. Roland, floor is yours. Merci Clément. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis chercheur ici au cirque, je travaille dans un groupe de monographie et on fait des classifications de cancérogénicité des agents très divers, mais on a aussi travaillé sur les PFAS et moi je vais présenter d'abord un peu qu'est-ce que sont les PFAS, après notre système, des méthodologies d'évaluation et après je vais donner l'exemple concret de notre évaluation de PFOA et PFAS. Donc tout d'abord, ce soir, on va parler des PFAS. Et ce sont des composés per- et polyfluoroalkylés. Donc ça veut dire que plusieurs ou tous les atomes hydrogènes sont remplacés par des fluors. Donc vous voyez quelques structures ici. Et ces changements, donc ces fluors dans ces composés, ça va changer des propriétés, ça va créer des composés qui sont extrêmement stables et aussi des composés qui sont à la même fois hydrophobes et lipophobes. Donc ça veut dire qu'ils se mélangent ni avec l'eau ni avec la graisse. Et ça crée des propriétés qui sont assez intéressantes pour l'industrie et pour les produits consommateurs. Ces produits étaient utilisés dans une grande variété des produits comme par exemple les textiles pour les rendre imperméables, pour les emballages alimentaires pour que l'aliment ne colle pas au carton, par exemple. Pour des mousses anti-incendie, là, ces composés sont utilisés parce qu'ils sont très stables et ils créent une mousse qui est utilisée pour des feux, surtout de carburant, dans des bases militaires ou des aéroports. Et c'est pour ça qu'on trouve encore aujourd'hui des pollutions dans le sol, dans ces endroits, et après aussi parfois des pollutions dans l'eau. Ces composés étaient aussi utilisés pour les revêtements anti-adhésifs, par exemple dans des tapis pour qu'on puisse les nettoyer plus facilement, ou les poêles pour que le steak ne s'accroche pas. Mais il y avait plein d'autres applications, par exemple dans les cosmétiques, dans des pesticides, et aussi dans beaucoup de procédés industriels. Et parce que ces composés étaient utilisés dans des milliers d'applications, il y avait aussi un grand nombre de personnes exposées. L'exposition professionnelle est clairement la plus élevée, et ça c'est surtout pour les employés qui travaillent dans la production de ces PFAS ou dans les industries qui utilisent ces PFAS pour produire autres composés. La population générale est principalement beaucoup moins exposée à travers l'alimentation, mais à des doses beaucoup moins élevées que les ouvriers. Sauf les habitants dans des zones polluées où il était démontré qu'ils subissent des expositions plus élevées, souvent
Ça, c'est à travers de l'eau potable ou l'environnement, comme la poussière, par exemple. Et maintenant, j'aimerais bien vous donner une idée des méthodes qu'on utilise ici au Cirque dans le programme de monographie pour évaluer la cancérogénicité. Notre programme est souvent appelé l'encyclopédie des cancérigènes de l'OMS. Et on évalue des agents très divers. Ça peut être des produits chimiques comme des PFAS, mais aussi des agents physiques, biologiques comme des virus, des mélanges complexes comme l'alimentation, des facteurs liés au mode de vie comme le tabac ou des expositions professionnelles comme les pompiers par exemple. Et des groupes de travail, des chercheurs de plusieurs domaines vont finalement évaluer et classifier des agents dans une des plusieurs catégories, soit cancérigènes pour l'homme, on appelle ça la groupe 1, et jusqu'à maintenant on a 135 agents qui étaient classifiés en groupe 1. Après il y a la groupe probablement cancérigène, groupe 2A, et la groupe peut-être cancérigène pour l'homme. Et vous voyez, il manque quelques-unes pour arriver à 1050 agents, et ça c'est la groupe de non classifiables. Donc là, il n'y a soit pas assez de données, soit pas de résultats positifs. Et ces résultats de nos rapports sont utilisés souvent par des agences de santé nationales comme l'ANSES ou dans d'autres pays, ou des organisations internationales comme source d'informations scientifiques sur ces agents, et sont aussi utilisés comme support scientifique pour des actions entreprises dans la prévention contre l'exposition de ces agents. Et il est très important de dire que le programme de monographie évalue le danger cancérigène. Donc les groupes de travail, les experts vont répondre à la question si l'agent peut provoquer le cancer dans au moins certaines conditions. Mais ce n'est pas spécifique à une condition d'exposition. Ça, c'est ce qu'on appelle une évaluation de risque. Et ça, c'est pas fait par nous, mais par des programmes spécifiques nationaux et internationaux qui évaluent quel est le niveau de cancer attendu par un niveau et une voie d'exposition spécifique. Donc, par exemple, l'alimentation ou le travail. Les groupes de travail qu'on réunisse, elles vont d'abord identifier les études pertinentes, les sélectionner, évaluer leur qualité, synthétiser tous les résultats et à la fin synthétiser aussi les indications et faire une évaluation globale. Et c'est un processus qui dure 1 an de préparation parce que par exemple dans le cas de PFAS, on avait plus qu'un millier d'études à regarder et à décider lesquelles étaient pertinentes. Ces informations sont sélectées dans 3 domaines qui contribuent à l'évaluation. C'est soit cancer chez l'homme, cancer chez l'animal ou des données mécanistiques, comme par exemple des données sur la génotoxicité ou par exemple si ces composés peuvent être immunosuppresseurs. Et à la fin, les données de ces 3 domaines vont être intégrées pour avoir une évaluation globale. Et maintenant, plus spécifique sur l'évaluation de PFOA et PFOS, un groupe de travail de 30 chercheurs que vous voyez là s'est réuni, c'était des chercheurs de domaines variés, et ils ont évalué la cancérogénicité de PFOA et PFOS. Et pourquoi ces deux ? C'est parce que ce sont les PFAS les plus anciens, les plus utilisés, et aussi les PFAS sur lesquels on a le plus grand nombre de données. Donc c'est là où on a commencé. Il y a, pour le cancer chez l'homme, il y avait trois domaines d'études pour évaluation. C'était d'abord les études dans le lieu de travail. Donc là, on a souvent une exposition assez forte. Et pour le PFOA, il y avait plusieurs cohortes accessibles, donc soit aux États-Unis, mais aussi en Europe. Après, il y avait les études sur les habitants des zones polluées. Et là, il y avait le Mid-Ohio Valley aux États-Unis, qui est vraiment le premier endroit où la pollution de PFOA dans l'eau était vue. Peut-être quelqu'un d'entre vous
d'entre vous ont vu le film Darkwater, c'est dans cette région où ça se passe. Après, il y a d'autres zones polluées, par exemple Ronneby en Suède, où l'eau était polluée par un aéroport, par des mousses anti-incendie. Et après, le troisième groupe des études que les experts ont évaluées, c'est des études dans la population générale. Donc là, ce sont des gens comme vous et moi, qui ont un niveau de PFAS plus du fond moins élevé, mais on voit quand même, on les mesure quand même dans presque toutes les populations, et il y a aussi plusieurs études faites en France ici. Le groupe de travail a trouvé qu'il y avait une indication limitée que le PFOA cause le cancer du rein chez l'homme. Et ils ont fait une méta-analyse, ils ont montré qu'il y avait un risque relatif augmenté de 15% pour chaque 10 nanogrammes de PFOA dans le sang. Et le groupe de travail a aussi trouvé qu'il y avait une indication limitée que les PFOA causent le cancer des testicules chez l'homme. Donc limité, ça veut dire qu'il n'y avait pas assez de preuves pour le groupe de travail de dire que c'est suffisant. Donc il n'y avait pas un assez grand nombre d'études qui montraient ça. Et pour les autres cancers, en association avec le PFOA, et pour tous les cancers et PFOS, les indications étaient insuffisantes. Et ça, c'était soit parce qu'il y avait un manque d'études, ou parce que il y avait des résultats positifs, mais juste très sporadiques. Après, pour le domaine des indications mécanistiques, il y avait un grand nombre d'études qui étaient faites dans des populations humaines exposées au PFOA et PFOS. Normalement, on mesure les taux dans le sang pour ces études et on les liait à des mécanismes pertinents pour la cancérogénèse. Et le groupe de travail a trouvé que le PFOA et les PFOS induisent des altérations épigénétiques. Donc ça veut dire la méthylation de l'ADN change et en lien avec l'exposition au PFOA et PFOS. Le groupe a aussi trouvé que le PFOA et PFOS sont tous les deux immunosuppresseurs. Des expositions élevées étaient liées à un risque accru des maladies infectieuses et aussi à une diminution de réponse vaccinale à divers antigènes. Et pas chez l'homme, mais dans des systèmes expérimentaux et des cellules primaires humaines. Des systèmes expérimentaux peuvent par exemple être des animaux ou des cultures cellulaires. Le groupe de travail a trouvé que les deux composés induisent également du stress oxydatif. Et après, pour finir, dans notre troisième domaine d'indication, le cancer chez l'animal de laboratoire, le groupe de travail a trouvé que les indications de cancer chez l'animal étaient suffisantes pour le PFOA, parce qu'il y avait des études dans deux sexes du rat où il y avait un risque augmenté de cancer de foie et pancréas. Par contre, pour le PFOS, l'indication a été limitée parce qu'il n'y avait qu'une étude qui montrait des augmentations de cancer chez le rat. Et tout ça ensemble, le groupe de travail a trouvé que le PFOA est classifié comme un cancérogène pour l'homme, groupe 1, et le PFOS est classé comme peut-être cancérogène pour l'homme, groupe 2B. Et c'est important de dire que ces deux groupes, ça ne veut pas dire que le risque de cancer lié à ces composés différents, ça veut juste dire que les preuves qu'on a, les études positives, la quantité était différente entre les deux. Et du coup, on a moins de certitude pour que le PFOS est cancérigène. Tout ça a mené à un rapport de plusieurs centaines de pages. Il est disponible sur notre site internet et bientôt aussi comme livre. Donc, si vous êtes intéressé, il est gratuitement accessible. Et je sais que cette présentation a été très rapide, mais on est disponible pour des questions après. Et avec ça, j'aimerais bien me remercier pour votre attention et aussi pour les organismes qui financent notre programme. Merci beaucoup. Peut-être on va faire des questions après. Donc on va avoir les 4 présentations et après vous pouvez poser des questions.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse d'être ici avec vous. Je suis Ljubica Župunski, chercheur ici au Cirque. Et ce soir, je vais parler d'un projet de recherche sur l'exposition au PFAS et le risque de leucémie aiguë lymphoblastique chez l'enfant, coordonné par branche de l'environnement, épidémiologie de l'environnement et mode de vie. En Europe, environ 30 à 50 enfants sur 1 million développent chaque année une leucémie aiguë lymphoblastique, ce qui en fait un cancer le plus fréquent chez l'enfant. Bien que le pronostic se soit amélioré au cours des dernières décennies, avec le taux de guérison d'environ 90% en Europe, la souffrance des enfants et de leur famille reste élevée, mais aussi le risque de développer un cancer secondaire reste élevé. Donc, sans doute, la prévention primaire de la leucémie aiguë lymphoblastique est la meilleure option et c'est aussi l'ambition de notre projet. Mais qu'est-ce que c'est la prévention primaire? La prévention primaire vise à prévenir l'exposition aux causes de maladies afin que ces maladies ne surviennent pas. Qu'est-ce qu'on sait pour les facteurs de risque? Donc, facteurs de risque bien établis pour leucémie aiguë lymphoblastique chez l'enfant, c'est certaines conditions héréditaires, exposition au rayonnement ionisant et par exemple poids à la naissance. De nombreuses études ont évalué des facteurs de risque potentiels comme ceux liés à la grossesse, par exemple l'âge maternel avancé ou accouchement césarien, mode de vie parental comme tabagisme, exposition professionnelle parentale, exposition aux infections comme manque de stimulation du système immunitaire et pollution de l'environnement. Et pour nous nous concentrons sur la pollution de l'environnement. Nous avons choisi PFAS comme une famille de substances chimiques qui pourraient s'avérer être un facteur environnemental très nuisible. Notre étude est financée par Fondation de France pour la période de 2025 à 2027. Et l'objectif de ce projet est de mettre en évidence de nouvelles preuves scientifiques pour développer et instaurer des mesures de prévention primaire. Il y a une hypothèse qui dit que le développement de leucémie aiguë lymphoblastique suit un mécanisme qui s'appelle un deux coups, correspondant à deux altérations génétiques successives et nécessaires à l'apparition d'un LL. Donc, le premier coup correspond à l'interaction entre un facteur environnemental et l'ADN des cellules fœtales, qui provoque première aberration génétique, transformant une cellule normale en clone pré-leucémique. Et puis, l'absence de stimulation adéquate du système immunitaire, suivie par une réaction inappropriée à des infections courantes, pourrait induire un stress prolifératif qui provoque deuxième aberration génétique. Maintenant, clone pré-leucémique vers l'apparition d'une leucémie aiguë lymphoblastique. Et pour nous, cette polluant est PFAS pour faire la recherche et aussi si cette hypothèse est confirmée, la réduction d'exposition au PFAS pour la mère pourrait pratiquement permettre d'éviter l'apparition de lésions génétiques à l'origine d'un risque accru de développer leucémie aiguë lymphoblastique pendant l'enfance. Donc, sujet d'étude principale est de faire investigation d'une liaison entre l'exposition du fœtus à divers PFAS mesurés pendant la grossesse de la mère et le risque de développer les clones pré-leucémiques mesurés chez le nouveau-né. Pour faire ça, on a choisi 1200 couples de mères enfants qui participent dans les cohortes de naissance
norvégienne, danoise et française, dans lesquelles mesures de PFAS dans son maternel déjà existent. Et dans le cadre de notre projet, on va mesurer la fréquence de clones pré-leucémiques dans le sang de cordon. Et puis, on va faire une analyse statistique pour déterminer s'il y a une liaison entre l'exposition du fœtus à divers PFAS et le risque de développer le clone pré-leucémique. Je voudrais remercier à mes collègues qui contribuent à ce projet et merci de votre attention. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Thomas Coudon, je suis chercheur au département prévention cancer et environnement du Centre Léon Bérard. Et donc avec ma collègue Amina Amadou, que vous venez de voir passer, on va vous parler du projet de recherche qu'on mène qui s'appelle le projet Astéropa. C'est un projet qui vise à creuser le lien entre exposition PFAS et risque de cancer en essayant d'inclure une approche participative. Donc, avant de commencer à parler directement de ce projet, je pense que c'est important de remettre un petit peu de contexte. On a eu la perspective du cirque avec la collection de données produites au niveau mondial. Mais c'est vrai qu'à Lyon, on est quand même dans une situation particulière. On avait déjà depuis quelques années des indications de liens qui pouvaient exister entre des expositions et des risques de cancer, notamment sur des cas d'exposition professionnelle. Mais dans les années 2022-2023, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées, qui ont accéléré les choses, notamment la mise en ligne de données d'un travail journalistique qui s'appelait le Forever Pollution Project, qui faisait état d'une contamination généralisée des PFAS au niveau environnemental, au niveau européen, avec un hotspot quand même bien localisé au niveau lyonnais, et ensuite la publication de l'émission Vert de Rage en 2022 également, qui faisait état de contamination importante dans différentes matrices, notamment dans le sol, dans l'eau et également dans des échantillons de sang et de lait maternel. Et à ça s'est ajouté également des mesures dans les œufs réalisées par l'ARS qui ont conduit à déconseiller la consommation d'œufs dans un certain nombre de communes autour de la plateforme Arkema-Pierre-Bénite. Donc tout ça, ça a poussé la métropole et le CLARA à proposer un appel à projet sur la thématique des PFAS, et donc le CLB a proposé le projet Astéropa pour essayer de répondre à une partie des questions sur ce sujet. Donc une des spécificités du projet Astéropa, c'est qu'il propose plusieurs approches complémentaires pour aborder cette thématique d'un point de vue global. D'abord un volet environnemental, pour comprendre quels sont les déterminants des expositions dans le sud lyonnais, quels sont les niveaux d'exposition, quelles sont les zones les plus exposées. Un volet épidémiologique, donc pour essayer de mieux comprendre les liens entre exposition PFAS et risque de cancer, et de réfléchir à comment, à notre échelle de centre de lutte contre le cancer, on peut contribuer à l'établissement des connaissances qui sont après synthétisées dans les travaux des monographies. Et on avait aussi à cœur d'inclure un volet participatif, puisque évidemment c'est un sujet qui touche personnellement beaucoup d'habitants lyonnais et de la métropole. Et on se posait la question de comment transmettre des informations scientifiques dans un contexte d'incertitude quand même sur les effets sur la santé, et comment est-ce qu'on pouvait construire un projet qui réponde en partie, au moins en partie, aux inquiétudes des citoyens. Donc je vais vous présenter le volet environnemental. Amina viendra vous présenter plus en détail notre approche sur le volet épidémiologique, et je conclurai sur l'aspect participatif et les perspectives de ce projet. Donc l'objectif du volet environnemental, c'était de mieux comprendre l'exposition au PFAS sur le territoire lyonnais. Donc on s'est fixé plusieurs objectifs. Donc d'abord, essayer de modéliser les rejets industriels atmosphériques et les dépôts dans les sols, et essayer également de modéliser la trajectoire des PFAS dans la chaîne alimentaire en faisant ce travail de modélisation sur plusieurs années sur tout le territoire de la métropole. L'objectif, c'était de comparer les sorties de nos simulations numériques avec des données de mesure qui existaient dans différentes matrices, et de réaliser ce qu'on appelle un travail de modélisation inverse, où on part plutôt des mesures pour essayer de retrouver quelle était la source de contamination. Un des premiers travaux qui a été fait, ça a été de construire ce qu'on appelle une chaîne de modélisation. Donc comment, à partir de rejets industriels, on peut arriver à remonter à des concentrations, des contaminations dans les œufs, par exemple. Donc là, vous avez ici une chaîne de transfert qu'on a considérée, avec des émissions atmosphériques qui vont se déposer dans les sols, dans l'alimentation, qui vont être ingérées par les poules et qui, in fine, peuvent se retrouver dans les œufs. Tout ça, vous l'imaginez bien,
peut induire un certain nombre d'incertitudes, et on a la chance sur notre territoire d'avoir beaucoup de mesures disponibles pour nous aider à calibrer tous ces travaux-là de modélisation. Et donc notamment, on a des mesures qui existent à l'émission, on a des mesures réalisées par Atmora dans l'air, qui est la première ASCA en France à avoir développé une méthodologie de mesure atmosphérique. On a des mesures dans le sol qui ont été réalisées par l'Adréal, mais également par l'association Ozon-Le-Seine. Et on a des mesures dans les œufs que j'évoquais tout à l'heure pour l'ARS. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir finalement, pour le dire simplement, quel niveau d'émission il aurait fallu émettre dans l'atmosphère pour expliquer les chiffres qu'on retrouve quand on analyse les concentrations dans les œufs. Donc évidemment, c'est un travail qui va demander, en tout cas qui demande de réaliser plusieurs simulations, plusieurs scénarios différents avec des hypothèses faibles et fortes pour regarder un petit peu l'influence sur les résultats en sortie. Donc c'est un travail qui est en cours. Donc on a validé ce principe de chaîne de modélisation de l'air, on va dire jusqu'à l'œuf, en partant de données, on va dire, fictives, ou en tout cas pas forcément basées sur des cas réels. Et on a commencé le travail de modélisation. Donc là, par exemple, vous avez 2 cartographies qu'on a pu produire sur différentes émissions de PFAS. Donc vous pouvez voir un petit peu la zone d'impact qu'on peut retrouver sur le territoire. C'est des travaux qui sont préliminaires, donc ça ne sert à rien de trop s'attarder dessus, c'est juste pour montrer le travail qui est en cours. Comme je le disais, une des grosses étapes, ça va être la stabilisation de ces scénarios d'émissions, c'est-à-dire quelle hypothèse haute on prend en termes d'émissions, quelle hypothèse basse, quelle PFAS on va considérer dans la modélisation, parce qu'une des problématiques, c'est qu'il va y avoir des dégradations de PFAS, et donc ce n'est pas forcément les mêmes PFAS qu'on retrouve à l'émission, dans l'air et dans le sol, et donc idéalement, il faut pouvoir cibler des PFAS qui sont très stables, comme ça, finalement, ce sont les mêmes qu'on va pouvoir modéliser le long de la chaîne, et on pense pouvoir les retrouver soit dans le sol, soit dans les œufs. Et évidemment, vu qu'il y a un phénomène de bioaccumulation dans les sols, il faut réaliser une modélisation sur des temps longs, donc sur plusieurs années, en prenant en compte la variation météorologique. L'idée, c'est derrière de comparer aux données de mesure, comme je vous l'ai expliqué, et d'arriver à présenter ces cartes-là au grand public, et évidemment de les partager dans une revue scientifique. Donc ça, c'est vraiment l'objectif du premier volet d'Astéropa. Ensuite, nous avons un deuxième volet qui est le volet épidémiologique sur les liens entre exposition PFAS et risque de cancer. Et donc, Amida, vous expliquez un petit peu plus nos objectifs, sur quel cancer on s'est concentré. Bonjour, donc du coup, moi je m'appelle Amina Amadou, je suis chercheuse dans le département prévention cancer et environnement au Centre Léon Bérard. Et avec Thomas, on travaille sur les projets Astéropa qui visent à comprendre les liens entre l'exposition au PFAS et risque de cancer. Avant de vous parler du projet, on va d'abord voir quels sont les effets des PFAS sur la santé. Comme on peut le voir sur cette figure, les PFAS, ce sont des polluants qui sont persistants, non seulement dans l'environnement, mais aussi dans l'organisme. Ce qui fait qu'ils vont avoir des effets néfastes sur la santé. De plus en plus d'études montrent que les PFAS peuvent avoir impacté les maladies thyroïdiennes, provoquer des maladies aussi cardiovasculaires en augmentant le taux de cholestérol dans le sang. Ça peut aussi endommager le foie. Et concernant la femme enceinte, il a été montré que les PFAS vont affecter le développement du fœtus en entraînant par exemple à l'accouchement un faible poids à la naissance, mais aussi une diminution de la réponse immunitaire. Concernant les cancers, de plus en plus d'études montrent, on avait vu dans la première présentation, même si on n'a pas des données solides, de plus en plus d'études épidémiologiques montrent aujourd'hui que l'exposition chronique aux PFAS pourrait augmenter le risque de certains cancers. Parmi les cancers qui ont été les plus fortement associés à ces PFAS, on a le cancer des testicules, le cancer du foie, le cancer du rein, de la thyroïde. Cependant, il faut savoir que ces études qui ont montré des liens suggérés entre l'exposition aux PFAS ont été réalisées sur les populations professionnelles, c'est-à-dire une population qui est exposée à des fortes doses de PFAS. Peu d'études ont été réalisées dans la population générale, ce qui fait que souvent on se retrouve avec les résultats assez hétérogènes, avec des associations soit positives, une augmentation de risque ou une diminution de risque.
Et souvent, les études sont aussi limitées au niveau de la population. Elles sont basées sur des petits échantillons et ils se focalisent aussi sur quelques PFAS spécifiques, notamment les PFOA et les PFOS, alors qu'on est exposé quand même à plusieurs PFAS, ce qui fait qu'ils ne prennent pas en compte l'effet combiné de tous ces PFAS. Dans ce contexte, et pour combler toutes ces lacunes, nous avons proposé de développer ce projet-là dans le cadre de Asteropa, d'étudier le lien entre les PFAS sanguins et le risque de cancer du testicule dans l'étude 4 mois testis que je vais expliquer tout à l'heure. Et le deuxième objectif, c'est de voir si les contaminations alimentaires aux PFAS pourraient impacter le risque du cancer du rein dans la cohorte française E3N, et on complète avec une méta-analyse et une revue de la littérature pour avoir une idée globale de l'impact des PFAS sur le risque de cancer. Pourquoi nous avons choisi ces deux cancers? Tout d'abord parce que ce sont des cancers pour lesquels il y a eu des suspicions d'augmentation de risque. Le cancer du testicule est un cancer intéressant à étudier car c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme jeune. Son incidence, c'est-à-dire les nouveaux de cas chaque année, ne fait qu'augmenter et on ne connaît pas tous les facteurs de risque. Et quelques études commencent à montrer que les PFAS, notamment à cause de leur effet perturbateur endocrinien, pourraient augmenter le risque de cancer des testicules. Concernant le cancer du rein, c'est aussi un organe qui a tendance à accumuler les PFAS, ce qui fait qu'il y a des études aujourd'hui avérées qui ont montré que les PFAS peuvent affecter la fonction rénale. Et maintenant, de plus en plus d'études commencent à montrer que les PFAS peuvent aussi augmenter le risque de cancer du rein, mais d'une façon générale, les résultats sont assez hétérogènes et ne sont pas concluants. Dans le cadre du projet Asteropa 1, qui vise à étudier l'association entre les PFAS sanguins et le risque de cancer du testicule, cette étude va être réalisée dans l'étude 4 mois testis. Si vous avez des questions par rapport aux 4 mois, posez vos questions peut-être plus tard. Mais une étude 4 mois, c'est une étude qui compare deux populations. Les cas, ce sont les malades, et les témoins, ce sont les gens qui sont non malades. Donc, cette étude inclut environ 1100 sujets. Et ils ont été recrutés, c'est des jeunes hommes qui ont été recrutés entre 2015 et 2018. Ils sont âgés de 18 à 45 ans au moment du recrutement. Et pour notre étude, on va doser 28 PFAS dans les échantillons de sang qui sont disponibles pour environ 60% de la population. Pourquoi on a sélectionné les 28 PFAS? Parce que ce sont des PFAS qui sont considérés comme prioritaires par plusieurs autorités sanitaires. Pour le projet, le deuxième objectif qui porte sur Asteropa 2, là, cette fois-ci, on va essayer de voir si les contaminants alimentaires au PFAS augmenteraient le risque de cancer du rein. Pour cela, on va faire cette analyse dans la grande cohorte française qui s'appelle E3N Génération. C'est une cohorte qui inclut environ 5000 femmes et cette étude avait débuté dans les années 1990. À l'époque, les femmes, elles étaient âgées de 40 à 65 ans. Et pour cette étude, on va se concentrer sur les femmes qui ont répondu au questionnaire alimentaire en 1993. Cette étude inclut environ 74 000 femmes. Et pour le cancer du rein, on a des données de 1990 jusqu'en 2014. On a 500 cas de cancer qui ont été développés. Donc, l'étude va se réaliser chez les 500 cas et les 74 000 sujets. Comment on estime les contaminants alimentaires au PFAS? On a la base de E3N avec les questionnaires où les femmes elles ont répondu sur leurs habitudes alimentaires. On a jusqu'à 208 aliments différents qui ont été regroupés dans 22 groupes différents. Cette base ça va être croisée avec la base de données de l'ANSES qui porte sur les niveaux de contamination alimentaire. Et grâce à une formule assez simple, on va pouvoir calculer pour chaque femme son apport alimentaire en PFAS. Et une fois qu'on a les données de dosage pour l'étude testis et qu'on aura les données
d'exposition alimentaire, on va pouvoir utiliser des méthodes statistiques pour essayer d'estimer l'impact des PFAS sur ces deux cancers. Pour cela, on va commencer par décrire les niveaux d'exposition aux PFAS dans la population et de voir comment ces PFAS vont interagir entre eux. Et ensuite, on va estimer l'effet de chaque PFAS séparément pour l'effet de chaque PFAS. Et ensuite, comme la population est exposée souvent à plusieurs PFAS, on va aussi étudier l'impact combiné des PFAS en utilisant des méthodes spécifiques qui permettent de tenir compte de l'effet global, d'identifier quels sont les PFAS qui vont contribuer, par exemple, dans un mélange de 20 PFAS, quel PFAS va contribuer le plus à ce mélange, et de voir aussi, on va utiliser aussi d'autres méthodes qui permettent de regrouper les femmes en fonction des profils d'exposition. Ça permet d'identifier des groupes d'individus qui sont plus à risque de ces cancers. Donc, les résultats qu'on espère obtenir, c'est de comprendre évidemment l'impact de ces PFAS sur ces deux cancers dans la population générale et d'identifier les PFAS qui sont les plus préoccupants. Enfin, le dernier objectif du projet Astéropa, c'est de faire une revue de la littérature et une méta-analyse. Pourquoi cette méta-analyse? Parce que une méta-analyse, c'est comme si on fait un super résumé de tout ce qu'on sait dans la littérature. Ça permet d'identifier toutes les études qu'on a sur le sujet et de réanalyser les résultats afin de tirer une conclusion beaucoup plus robuste qu'une étude individuelle. Pour cela, on a d'abord posé la question de recherche, identifié les études à travers des bases de données bien spécifiques, et on a utilisé aussi des méthodes spécifiques qui permettent de bien faire la méta-analyse afin d'éviter d'avoir une bonne qualité d'étude. On a inclus les études qui ont mesuré que les PFAS dans le sang pour pouvoir avoir une homogénéité au niveau de l'exposition, car c'est une des mesures les plus précises. On a inclus les PFAS les plus étudiés, à savoir le PFOA, PFOS, PFNA, PFHX. Et on a collecté les études jusqu'en juin 2025. Et pour les analyses statistiques, on a utilisé des méthodes que je ne vais pas trop développer. C'est des méthodes, en plus de l'approche classique qu'on utilise dans la littérature, on a utilisé pour la première fois une méta-analyse bayésienne sur ce sujet-là. C'est une méthode qui permet d'avoir des résultats assez fiables, qui permet de prendre en compte l'hétérogénéité entre les études. Donc, on a passé en revue jusqu'à 6000 articles après une sélection assez rigoureuse. On a inclus 36 études dans la revue et 20 études ont été incluses dans la méta-analyse. 17 portent sur le cancer du sang, 7 portent sur le cancer de la thyroïde, 4 cancer du rein, et on a seulement 3 études pour le cancer des testicules. En termes de répartition, 18 études ont été réalisées aux États-Unis, la majorité sont réalisées aux États-Unis. On a 9 études en Asie, 7 en Europe, dont seulement une en France. Donc là, en termes de design, la majorité aussi sont des études 4 et moins, et la plupart des études mesurent l'exposition dans le sang. Quels sont les résultats obtenus? Dans l'ensemble, on n'a pas trouvé d'association assez solide. On a observé, par exemple, pour le cancer du sang, une légère augmentation du risque associé au PFOA. Pour les autres PFAS, on n'a pas trouvé de lien. Pour le cancer du rein aussi, le risque semble augmenter avec 3 PFAS. Mais dans l'ensemble, pour les deux cancers, on a une hétérogénéité assez importante, c'est-à-dire que les résultats des études varient d'une étude à une autre. Et pour le cancer du testicule et de la thyroïde, on n'a pas trouvé d'association fiable. Donc, pour conclure notre étude, c'est la première étude à avoir utilisé une méta-analyse bayésienne.
on a observé des tendances positives pour le cancer du rein et du sang. Même si ce n'est pas significatif, ces résultats-là pourraient s'expliquer par le fait qu'il y a de l'hétérogénéité entre les études. Il y a aussi peu d'études pour certains cancers comme le cancer du testicule. Et aussi les expositions varient le temps au moment où les PFAS ont été dosés. Par exemple, il y a des études qui prennent avant le diagnostic et il y a des études qui prennent après le diagnostic, ce qui pourrait impacter les résultats. Donc, dans l'avenir, compte tenu de la persistance de ces PFAS, mais aussi de la fréquence élevée dans la population, il est important de continuer la recherche en épidémiologie chez l'humain, en utilisant notamment des grandes études qui permettent d'identifier des effets, d'inclure plus de PFAS, pas que les quelques PFAS, les 4 PFAS, mais aussi de prendre en compte peut-être les marqueurs biologiques pour essayer de comprendre les mécanismes biologiques. Voilà. Maintenant, je passe la parole à Thomas. Merci à Amina pour cette présentation du volet épidémiologique. Donc vous avez bien compris, on a ce volet environnemental où on essaie de comprendre comment répartir l'exposition. On a ce volet épidémiologique sur les liens avec cancer du testicule, cancer du rein. Et donc on a également un volet participatif pour essayer de co-construire une réponse aux besoins des citoyens, aux questionnements des citoyens. Donc ce volet participatif, il avait pour objectif premier d'impliquer un groupe de citoyens au long cours dans le projet pour discuter justement de comment on peut valoriser les connaissances produites dans le cadre de ce projet de recherche, comment est-ce qu'on peut essayer d'orienter le projet pour qu'il réponde à certains questionnements des citoyens, s'intéresser également au transfert de connaissances relatives aux associations entre cancer et PFAS et comment est-ce qu'on pouvait coproduire des contenus qui étaient compréhensibles par tous. Et dans le même genre d'idées, il travaille également sur les recommandations de prévention pour limiter son exposition au PFAS, comment transférer les connaissances, sur quel format, avec quel langage, etc. Donc, dès le départ du projet, fin 2023, il y a environ 7 citoyens qui ont été impliqués dans le projet, qui habitaient dans les communes qui étaient touchées au premier plan par la contamination des PFAS, donc essentiellement des habitants de Boulin-Père-Bénite, mais également des habitants d'autres villes du sud lyonnais. Et donc, dans les premières productions, on va dire, de ce groupe de travail qui se réunissait à intervalles réguliers, donc d'abord, il y a eu la mise en place d'une charte d'engagement, mais surtout, il y a eu d'abord la création de ce qu'on a appelé une note de politique, c'est-à-dire que c'est une note d'information à destination des acteurs de la politique publique de la métropole de Lyon, note très courte de 2 pages qui synthétisait les enjeux de la problématique, la complexité, peut-être les points les plus importants. Et ensuite, il y a eu un gros travail qui a été mené en janvier à peu près en janvier 2025, qui a été la rédaction d'une fiche vulgarisée sur les PFAS. Donc elle est aujourd'hui en ligne sur le site cancerenvironnement.fr, donc vous pouvez librement la consulter. C'est une fiche qui revient sur les sources d'exposition PFAS, les voies d'exposition, sur les effets sur la santé et les liens avec le cancer, en se basant uniquement donc, sur des revues, des connaissances issues de revues scientifiques publiées. Et donc c'est vraiment à destination du grand public. Et donc cette fiche-là, par exemple, a été écrite par l'équipe du Centre Lambert, retravaillée avec les citoyens, puis validée par un groupe d'experts indépendants avant d'être mis en ligne sur le site du site cancerenvironnement.fr. On a également travaillé avec les citoyens sur quelles pourraient être, selon eux, des choses importantes à développer. Et donc, par exemple, une chose qui a émergé des discussions, c'est la difficulté d'interagir localement avec les professionnels de santé qui n'étaient pas forcément formés à la problématique des PFAS. Ça dépendait un petit peu de la sensibilité du professionnel de santé qui pouvait être informé ou pas. Et donc, on a commencé à réfléchir à créer un projet qui pourrait aider les professionnels de santé à s'informer sur ce sujet-là, un projet qu'on a appelé le projet ERAKIS. Donc, je vais maintenant vous parler des perspectives à court et à moyen terme de ce projet-là. Donc, à court terme, ce que je veux dire par court terme, c'est dans l'année qui vient, donc disons d'ici la fin 2026. L'objectif pour le volet épidémiologique, c'est de produire des résultats sur l'association entre le taux de PFAS sanguin et le risque de cancer des testicules dans la cohorte testis, et de faire le même travail pour l'exposition alimentaire au PFAS et le risque de cancer du rein dans la cohorte E3N.
Donc pour ce qui est des mesures de taux dans le sang, les échantillons sont en cours d'analyse au LabRK, le laboratoire de référence. Donc on attend qu'ils nous renvoient les résultats pour faire l'analyse. Pour l'exposition alimentaire, c'est l'équipe de la cohorte 3N qui est en train de calculer les expositions alimentaires pour chaque sujet, qui également doit nous envoyer les données en 2026. Et donc on aura de quoi faire les analyses. Pour le volet environnemental, vous avez vu qu'on a déjà un petit peu avancé, qu'on a commencé le travail de modélisation. Et donc l'objectif dans l'année 2026, c'est de stabiliser ces modélisations et de produire ces cartes de dépôt. Et enfin, dans le volet participatif, le cœur de l'objectif, ça va être de maintenir donc évidemment ce travail avec les citoyens et de trouver un financement pour ce projet Erakis. Pour les objectifs à moyen terme, on va continuer à essayer de travailler sur les différentes branches du projet Astéropa. Et une première bonne nouvelle, c'est qu'on a eu un financement de la part de la métropole de Lyon et du CLARA pour développer un 3e volet du projet Astéropa qui va nous permettre d'étendre un peu nos objectifs. Donc on va pouvoir, dans le Work Package épidémiologie, rajouter l'étude du lien entre exposition au PFAS, mesurée dans le sang, et l'impact sur le pronostic après cancer du sein dans la cohorte Canto. Et on va également travailler sur le volet participatif à la réalisation d'une campagne d'information du public qui sera diffusée assez largement avec la métropole de Lyon sur la thématique de comment réduire son exposition au PFAS. On va également essayer de profiter de la dynamique locale avec plusieurs études qui ont été lancées, notamment l'étude OPAL qui s'intéresse à l'exposition des salariés et l'étude PERFAO qui va regarder l'exposition autour de la plateforme à Pierre-Bénite et également dans un rayon autour des villes de Givors et Grigny. Donc on va essayer de croiser nos données de modélisation environnementale avec leurs données de mesure dans le sang, donc qui pourrait être extrêmement intéressant pour mieux comprendre si finalement les dépôts sont un vrai déterminant de l'exposition mesurée dans le sang. Et on a également une série de projets qu'on a montés pour lesquels on est en train de chercher des financements, donc notamment ce projet Erakis pour monter un outil d'information à destination des professionnels de santé, mais également d'autres projets qui s'intéressent plutôt à des modélisations environnementales pour mieux comprendre le comportement des PFAS au niveau urbain, mais également dans les différentes matrices environnementales. Je vous remercie pour votre attention, et donc on est tous les quatre dispo pour répondre à vos questions. Bonjour, on va prendre les questions. Bonjour messieurs, dames, merci beaucoup pour cette conférence extrêmement intéressante. Donc j'interviens en tant qu'habitant de Oulin-Pierre-Bénite et aussi papa d'un garçon qui a été soigné l'année dernière au centre Léon Bérard d'un cancer des testicules. Il avait 14 ans quand le cancer a été découvert. Et j'aurais évidemment plein de questions, mais bon, je ne veux pas monopoliser la parole. Je voudrais plutôt partir de la fin de votre exposé. Et effectivement, nous, ce qui nous a frappé dans le parcours dans lequel on a accompagné notre fils, c'est vraiment, bon, évidemment, on s'en rend compte après coup, mais la sensibilisation très insuffisante des personnels de santé, notamment, je pense, médecins généralistes, radiologues dans le privé et tout, qui n'ont absolument, évidemment, pas pensé, alors que bon, on habite quand même dans un hotspot. Il y avait déjà eu les émissions, il y avait déjà eu qui pouvait y avoir effectivement derrière les douleurs, notamment abdominales, dont souffrait notre fils depuis plusieurs mois, en fait, la possibilité que ça soit une maladie grave, quoi. Donc là, ces symptômes, c'était d'abord des douleurs abdominales, hein, alors que c'était un cancer des testicules. Et on a eu notamment une prescription d'une écho, et c'était quand même marqué sur l'ordonnance de douleurs abdominales répétées depuis plusieurs mois et tout, que nous a prescrit la généraliste à notre demande. Hein, c'est nous qui avons insisté pour qu'il y ait cette échographie, et le radiologue, lui, il a cherché une appendicite, quoi. Alors que bon, c'était absurde vu que ça faisait des mois qu'il y avait cette souffrance, et effectivement, et 2 mois après. Il y a eu une nouvelle échographie, et là il y avait déjà une tumeur une métastase de 10 cm, quoi.
Donc il faut vraiment, je pense que ce volet participatif, il est fondamental, et notamment en direction des médecins généralistes, des radiologues et des personnels de santé, pour informer que derrière parfois des symptômes qui peuvent sembler bénins, il peut y avoir, parce qu'on est à Oulin-Pierre-Bénite, parce qu'on est à Lyon-Sud, parce qu'on est dans une zone polluée, parfois des maladies graves, quoi, et notamment des cancers, et ceux que vous avez mentionnés. Donc je vous encourage fortement à insister là-dessus. Et d'ailleurs aussi, les oncologues du CLB aussi, voilà, la prévention, c'est pas seulement voilà, dire ne fumez pas, ne buvez pas d'alcool, etc. C'est aussi faites attention à l'environnement dans lequel vous vivez. Et ça me paraît extrêmement important. Je suis désolé d'avoir monopolisé la parole au début. Mais merci à vous. Pas vraiment de question. Merci. Merci pour de vous investir sur ce sujet, parce que c'est vrai que parfois on a l'impression de se sentir un peu seul. Je suis aussi habitante d'Oulin-Pierre-Bénite. Je rejoins mon voisin sur le fait que c'est vrai que les professionnels ne sont pas assez formés. Il y a un peu urgence, mais je ne sais pas s'il y a des choses plus simples à mettre en place en attendant. Il y a eu une soirée d'information qui était très bien, mais faut que ça se répète. J'avais une question, plus je m'interrogeais sur le fait qu'il y a eu quand même aux États-Unis enfin c'est pas des recommandations, mais il y a eu déjà un travail sur le lien entre PFAS et cancer, qui retrouvait vraiment un lien fort entre cancer du testicule, cancer du rein et PFAS. Et pourquoi chez vous ça ressort pas? C'était une méthode différente? Il y a eu d'autres études depuis qui sont venues un peu diluer ce lien? Oui, par rapport à votre méta-analyse, c'est vrai qu'on avait... Enfin, là, on a l'impression que les liens entre cancer du testicule, vous dites que ça ne ressortait pas vraiment, alors que jusqu'à présent, le lien, il avait l'air assez fort, enfin, dans les données qu'on avait. Oui, en fait, dans notre méta-analyse, nous, on s'est concentré que sur les études qui ont mesuré les PFAS dans le sang. On pense que c'est une mesure assez précise de l'exposition aux PFAS. Alors que dans certaines méta-analyses, jusqu'à présent, ils prennent aussi les mesures dans le sang, mais aussi des PFAS, ce qu'ils appellent des proxys de PFAS, c'est-à-dire les gens qui habitent à côté ou les expositions professionnelles. Donc les gens qui ont exposé, évidemment, toutes les études qui montrent des liens assez forts, c'est réalisé chez les professionnels de santé. Et il y a des études qui montrent que les professionnels, ces gens-là sont exposés à des niveaux jusqu'à 1000 fois plus élevés que la population générale. Donc évidemment, on va trouver des liens par rapport à la population générale. Ok, merci. Justement, dans les spots comme ceux qu'il y a autour de Lyon, il doit y avoir quand même la possibilité de voir le nombre de cancers et les types de cancers qui se déclarent par rapport à une population lambda. Ça doit pouvoir se faire, ça. Je sais ça va être bientôt obligatoire d'avoir un registre des cancers. Pour le moment, la loi ne l'exige pas. Donc, dans certains hôpitaux, on en fait un qui n'est pas officiel, plus ou moins. Dans d'autres, on ne le fait pas. Alors que là, il y a urgence, quoi. On voit bien qu'il faut faire la corrélation entre l'exposition à tous ces polluants et les cancers émergents. Donc, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a un gros problème sur le fait de ne pas avoir de registre national de cancer. Il existe des registres locaux de cancer. Il y a un registre national des cancers de l'enfant, mais actuellement, on n'a pas de collecte au niveau national. Et donc, ça nous empêche de regarder comme ça finement ces associations-là. Je pense qu'il y a des enjeux financiers, évidemment, parce que ça coûte assez cher de maintenir un registre comme ça. Mais il se trouve qu'il y a déjà eu... je pense qu'il y a 10 ans environ, une étude qui a été réalisée par Santé publique France dans le sud lyonnais pour regarder des possibles surincidences de pathologies. Et à l'époque, l'étude n'avait pas montré spécifiquement de surincidence, à savoir que c'est aussi assez compliqué de travailler sur des potentiels clusters parce qu'il y a toujours la probabilité qu'il y a un facteur aléatoire qui joue dedans.
Donc c'est assez compliqué, mais en tout cas, actuellement, ça ne serait pas possible de faire cette approche-là parce qu'on n'a pas les données disponibles à cause de l'absence de registre, en fait. Je voudrais seulement dire qu'il y a un registre national pour le cancer chez l'enfant. Et ça existe, et les collègues analysent beaucoup la liaison entre exposition dans beaucoup de facteurs environnementaux et cancer. Donc, ça existe pour les enfants. Merci. D'ailleurs, on est partenaire d'un projet qui a été déposé au niveau européen, donc on ne sait pas s'il sera financé, mais qui s'intéresse au cancer de l'enfant et qui s'intéresse spécifiquement à l'exposition au PFAS. Je voulais vous demander quelque chose à propos de cette contamination, enfin de ces cancers probablement en lien avec les PFAS. On ne parle que des habitants des communes, mais est-ce qu'on inclut aussi dans cette étude les gens qui, comme moi, ont travaillé 40 ans dans une école qui se trouvait dans la zone exposée à Oulin, puisqu'on faisait des alertes chimiques chaque année. Et donc, moi, j'ai déjà développé 3 cancers, dont 2 cancers du sein. On ne m'a jamais demandé où j'avais travaillé. On n'a jamais fait de lien, en fait. Et moi, franchement, j'ai fait des analyses génétiques, donc ma famille n'est pas touchée par les gènes défaillants. Mais on me dit que j'ai des risques personnels et finalement, je ne sais pas quels sont ces risques personnels. Personne ne m'a jamais dit que ça pouvait être en lien avec mon lieu de travail. Donc j'aimerais savoir s'il y a un lien entre le fait de travailler sans habiter là. Je peux pas, c'est pas possible de répondre précisément à cette question-là. En fait, c'est à la croisée de plusieurs questionnements qu'on a déjà abordés. D'une part, il y a un manque de formation claire sur les thématiques de santé-environnement des professionnels de santé, c'est-à-dire qu'au moment où un patient vient dans vos cabinets, il y a un diagnostic qui doit être posé, il doit y avoir, et ça devrait être automatique, un questionnement sur l'environnement du patient, de où est-ce qu'il travaille, dans quelle commune il travaille, quel est son métier, ce genre de choses qui doivent être considérées. Et il doit y avoir en effet des signaux d'alerte. Mais pour ça, il faut un transfert d'informations, il faut des formations pour que les médecins s'emparent de ces outils-là, d'une part. Et ensuite, il y a également des défauts aux études qu'on essaie de mener. Donc, par exemple, j'ai cité l'étude PERFAO. L'étude PERFAO va procéder à un tirage aléatoire. Donc, il y a des gens qui vont être appelés au téléphone auxquels on va proposer de participer à l'étude, donc auxquels on va proposer de faire un prélèvement sanguin. Donc, il me semble que c'est dans un rayon de 3 km autour de l'étude. Malheureusement, ça exclut, de fait, les gens qui ont pu travailler à cet endroit-là, mais qui n'habitent pas dans ces communes. Donc c'est un angle mort, par exemple, de cette étude-là. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de prendre en compte toutes les trajectoires de vie et d'arriver à reconstituer comme ça les expositions. Donc nous, on arrive à le faire sur des études de cohorte où on a un suivi long et on peut reconstituer pour chaque patient ou sujet son historique parce qu'on a toutes les infos, mais hors de ce genre de design d'études, c'est assez compliqué. Je sais pas si vous voulez... Je voulais juste ajouter que je suis suivie au centre Léon Bérard et que je suis beaucoup la recherche parce que je suis une patiente partenaire. Peut-être Béatrice pourrait répondre, mais il me semble qu'il y a quand même des questionnaires sur les expositions professionnelles au centre Léon Bérard, s'il y a une suspicion, non? Oui, merci. Votre question est très pertinente et je vous en remercie. Et la réponse, effectivement, a plusieurs dimensions. Premièrement, on a vu tout à l'heure dans les données rapportées, il n'y a pas aujourd'hui d'établi de lien entre ces expositions et le cancer du sein. Mais votre questionnement, ou tout d'abord, votre questionnement est très légitime. Et c'est toujours la question d'où vient mon cancer, et notamment quand on est diagnostiqué, parce que dans un contexte où on a vécu dans un environnement exposant, soit environnementalement, vous, soit parce qu'on a manipulé les substances dans le travail. Donc ça, c'est la démarche est normale. Deuxième élément, comme on a vu tout à l'heure dans la présentation, il n'y a pas aujourd'hui de lien établi. Ça fait des questions qu'on a sur la recherche, mais il n'y a pas de lien établi entre cancer du sein et PFAS. C'est une question qu'on se pose. Troisième élément, même quand on a des liens établis, de dire
le cancer de un tel est lié à telle ou telle exposition est extrêmement, extrêmement difficile. Il y a très peu de situations. On peut citer le cancer de la plèvre, de l'enveloppe des poumons, qui peut arriver dans un contexte d'exposition à l'amiante. Là, on sait, puisque c'est un signe spécifiquement connu lié à l'amiante, qu'il doit y avoir l'exposition. On peut encore citer le cancer du col de l'utérus qui est lié au virus HPV. Et on sait que voilà, c'est dans ce contexte-là. Pour les autres cancers, c'est souvent multifactoriel et donc difficile à répondre. Et dernier élément, on travaille actuellement sur une cohorte nationale de femmes qui ont eu un cancer du sein pour justement étudier la question, est-ce qu'il y a un lien entre certains types de cancers et l'exposition au PFAS. Et puis, accessoirement, j'assure la consultation, exposition professionnelle et environnement au Centre Léon Bérard. Donc, on peut aussi en échanger toutes les deux, si vous le souhaitez. On a une question ici. Je vais poser une question qui n'a jamais été posée. C'est le lien possible entre... alors je repars un peu plus loin. Quand on allaite nos enfants, j'ai allaité mes enfants, et on sait qu'on transmet les PFAS par l'allaitement. Une question, est-ce que vous avez eu connaissance de transfert de PFAS par les relations sexuelles? Est-ce que eh bien oui, mon mari a travaillé à Arkema. Bon, il est décédé, hypercholestérol, bon, voilà. Mes filles, mon sang était pollué. J'ai proposé à mes filles de faire l'analyse de leur sang. Une de mes filles qui est restée 20 ans à Pierre-Bénite a son sang pollué. Une autre de mes filles qui est restée 30 ans à Pierre-Bénite a son sang pollué. Une de mes petites filles qui est restée, qui a 30 ans, qui a fait ses études ailleurs, mais qui est restée, mettons, 25 ans à Pierre-Bénite et à Lyon, a son sang pollué et a des problèmes, comment ça s'appelle ça? Je ne trouve plus le terme. Je ne trouve plus le terme. Comment? Non, pas de fertilité, bon, je ne trouve plus le terme, bon, peu importe, enfin très, très possiblement lié au PFAS. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de suivre des personnes qui, dans les cas, par exemple, de ma famille, qui ont quand même une pollution, le sang pollué, mais qui n'ont pas tout le temps vécu sur Pierre-Bénite? Alors, voilà, 2 questions que je vous pose. C'est pas possible. Vous pouvez ne pas m'y répondre tout de suite. Mais... Oui, à titre personnel, je n'ai pas à ma connaissance de transmission via relations sexuelles. Il y a plus probablement d'autres voies de transmission via des poussières qui pourraient être ramenées du travail, par exemple, sur des vêtements ou des choses comme ça qui ont été prouvées dans le cas d'autres pollutions. Et par rapport à... Après, il y a l'alimentation qui est la source principale de contamination. Il y a par la peau et par le placenta aussi. Mais pour l'instant, ouais, on n'a pas... le dit, il y a effectivement des études qui montrent qu'il peut y avoir une exposition sur les poussières amiantes, ça c'est documenté. Il peut y avoir une exposition au virus, ça c'est aussi démontré, mais il n'y a pas d'études sur l'exposition à des polluants à travers le contact sexuel. Pour le suivi, aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation établie sur qu'est-ce qu'on doit faire en termes de suivi
des populations en termes de bilan sanguin. Et c'est effectivement une question qui est en cours d'examen par l'ANSES au niveau national pour émettre des recommandations de ce qu'on fait lorsqu'on a des personnes qui présentent des taux élevés de PFAS et quelles sont les mesures de suivi qu'on doit proposer. Donc il n'y a pas aujourd'hui de recommandations pour le suivi pour les médecins. Je me lance, je suis là. Donc... Juste pour ajouter par rapport à ce que avait dit Béatrice, on avait vu en rédigeant l'article qu'il y a le rapport NACEM qui recommandait de surveiller tout ce qui est marqueurs hépatiques, thyroïdiens et cardiovasculaires pour voir en fait les gens qui sont exposés en fait pour ce genre de suivi, quoi. Après ça, c'est aux États-Unis. En tout cas, merci effectivement pour la présentation qui a été faite. Moi, par rapport aux questions, les CPTS qui sont très en vogue en ce moment, est-ce qu'il y a un lien avec elles ? Madame parlait de son lieu de travail, mais pas son lieu d'habitation. Et du coup, quel est le lien qui est fait avec le médecin du travail ou les médecines du travail de manière globale ? Parce qu'il y a le secret professionnel, mais à la fois... On a bien des médecins du travail qui sont dans des BASF. Moi, j'habite du côté du nord de Lyon, vers Neuville-sur-Saône. Bon, je pense qu'il y a quand même un lien qui doit être établi aussi avec le monde du travail. Et puis après, j'entends, parce que moi aussi, je suis touchée à titre perso par mon frère qui a été diagnostiqué pancréas. Et je suis également élue dans une commune. Moi, je me pose la question de, nous les élus, à quoi on sert dans le cadre de la prévention ? Parce que l'alimentation, je l'entends, au plus bas niveau que j'ai, moi, c'est l'école maternelle, mais même la crèche. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour dire à nos populations qui ne sont pas touchées, parce que finalement, on s'intéresse au cancer quand on est touché, mais quand on ne l'est pas, voilà, je pense qu'on a beaucoup de choses dans la prévention d'un certain nombre de maladies où il y a de la vaccination. Mais voilà, moi, je m'interroge à mon petit niveau, sur ma petite commune de 3000 habitants. Qu'est-ce que je peux faire ? Au niveau, par exemple, concernant les ustensiles de cuisine, par exemple, tout ce qui est poêle, d'éviter ceux qui sont anti-adhésifs. Quand on achète les meubles ou tous ces ustensiles, voir en fait ceux qui sont... Maintenant, de plus en plus d'appareils se font sans PFAS. Donc, je ne sais pas si ça pourrait vraiment réduire, parce qu'il y a aussi l'eau. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a la documentation ? Est-ce que ce sont des conférences à mettre en place ? Donc, j'ai envie d'être en lien direct avec mes habitants. Oui. Oui, alors il y a beaucoup d'informations en ligne sur... Bon, Amina a parlé des ustensiles de cuisine, donc on peut trouver par exemple certains ustensiles typiquement en inox où il n'y a pas de PFAS. Par exemple, en tant qu'élu, vous pouvez vous renseigner sur sur quel bassin d'eau vous êtes dépendant, et donc est-ce que à cet endroit-là, il y a eu des mesures de PFAS, et si oui, à quel niveau ? Et donc, à ce moment-là, il y a des possibilités de mettre en place des filtres, certains qui marchent assez bien, pour quand même réduire les concentrations de PFAS, même si il me semble que ça a quand même un coût in fine. Et ensuite, il y a aussi, il me semble, dans les leviers à mettre en place, il est possible de réduire l'exposition alimentaire en s'orientant vers plutôt une alimentation bio. Ça a été montré, sans emballage, avec des produits bruts, ça a été montré que ça réduit l'exposition alimentaire au PFAS, par exemple. Et donc ça typiquement, c'est ce qu'on veut produire dans le cadre d'Astéropa 3. C'est un guide à destination des citoyens sur comment réduire son exposition au PFAS. Et, du coup, c'est... Oui, bonsoir. Moi, j'aimerais savoir si vous pouvez confirmer que les PFAS sont des perturbateurs endocriniens. Et une deuxième, par rapport aux analyses de sang, est-ce qu'il y a des zones vraiment critiques ? On parle au-delà de 20, mais voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les dosages sanguins ? Oui, les PFAS, ils sont en majorité des perturbateurs endocriniens.
En termes de dosage, je ne pourrais pas vous dire. Je sais que dans la méta-analyse qu'on a fait, en fait, les niveaux varient en fonction des études. Donc, je ne pourrais pas aujourd'hui vous dire. Je sais que pour l'alimentation, c'est recommandé de ne pas dépasser un certain seuil hebdomadaire de 4,4 nanogrammes par kilo corporel. Après, pour l'eau potable, il me semble que pour les recommandations. Oui, voilà. Vous savez, Béatrice. Donc, excusez-moi. Donc, si ce sont des perturbateurs endocriniens, un cancer du sein hormonodépendant pourrait, les PFAS pourraient intervenir. Exactement. C'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup. Il y a de plus en plus, il y a plus d'études sur le cancer du sein que tous les autres cancers en fait. D'accord. Merci. S'il vous plaît. Vous avez souligné tout à l'heure la dimension immunosuppresseur des PFAS. Deuxièmement, il y a une autre dimension, c'est qu'on a du mal à faire la bioélimination des PFAS. Donc, est-ce que l'accumulation des PFAS va amplifier l'immunosuppression et par conséquent va engendrer un certain nombre de problèmes biologiques? Ou peut, ou pourrait? Alors, ces composés accumulent dans le sang ou dans d'autres organes, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas trop sur tous les nouveaux PFAS qui arrivent. On sait que les niveaux des anciens PFAS, donc le PFOA, PFOS par exemple, ils baissent parce qu'il y a beaucoup de réglementation et du coup, les taux sont en train de baisser depuis 20 ans à peu près, 25 ans. Donc ce composé-là, il accumule plus, mais il y a plein d'autres nouveaux PFAS qui remplacent les anciens. Et là, il n'y a pas encore assez de données pour savoir si ils sont en train d'accumuler. Normalement, ceux qui sont remplacés les anciens sont censés de moins accumuler, mais on n'a pas assez de données sur ça. Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit la dame tout à l'heure, mais avec beaucoup d'inquiétude. Parce qu'elle a comparé évidemment le cancer de l'amiante avec les cancers induits par les PFAS. Quand on voit, et elle dit, le cancer de l'amiante, on est sûr que l'amiante provoque le cancer de la plèvre, etc., etc. Mais il a fallu 30 ans pour ça. Est-ce qu'il va falloir attendre 30 ans pour qu'on ait la preuve que les PFAS induisent des cancers et des dérèglements hormonaux, etc., etc. Nous, on ne peut pas attendre 30 ans, c'est pas possible. C'était une longue lutte pour faire reconnaître le cancer de l'amiante. On en est au début des PFAS, il va falloir frapper très fort pour que ça avance plus vite que ça, quoi. Je voulais premièrement compléter ce que Roland et d'autres venaient de dire sur les dosages. La problématique aujourd'hui avec les dosages, c'est qu'on connaît 4000 PFAS et on a de plus en plus de nouveaux. Nous, dans le cadre d'études de recherche, on travaille avec un laboratoire français qui dose 30 PFAS. L'équipe qu'on connaît au niveau international, mondial, qui arrive à doser le plus de PFAS avec fiabilité dans le sang, c'est une équipe canadienne qui arrive à doser 80 PFAS. Donc, quand on a des laboratoires en ville qui maintenant proposent de doser 3, d'autres 6 et éventuellement 10, ces valeurs sont difficilement interprétables puisque on a une vision, on regarde par un trou de la serrure et on voit quelques-uns, mais pas tous. Donc c'est difficile de répondre à ça. Et même nous, on est en difficulté de dire voilà, quelle valeur du fait qu'on n'a pas toutes ces valeurs-là. Est-ce que Roland a dit qu'il y a des nouvelles qui se développent, a priori plutôt à chaîne courte, qui ne devaient pas s'accumuler, mais on se rend compte aussi que les chaînes courtes, dans le métabolisme, se transforment en PFAS à chaîne longue et dans leur métabolisme peuvent se transformer dans d'autres, notamment
le PFOA qui a été évalué par le cirque. La problématique là-dedans, la prévention, ça comprend 3 composantes. Les politiques publiques, les messages en prévention, et la soirée ce soir contribue à ça, et les préventions ciblées chez les personnes à risque. On ne peut pas faire sur les expositions environnementales sans les politiques publiques. Or, comme vous avez peut-être vu dans la presse, la loi de février pour interdire certains PFAS exempte les produits de cuisine, les poêles Tefal et autres. Ou autre exemple, la semaine dernière, le Sénat a marche arrière sur le Nutri-Score pour indiquer sur les produits, sur les emballages de l'alimentation. Donc, la collaboration, ce que Thomas Coudon a dit aussi avec les citoyens, pour partager les informations et faire un transfert de connaissances pour que tout le monde puisse intégrer ces informations, c'est très important. Et donc, je répète ce que je disais tout à l'heure, je ne faisais pas le parallèle entre PFAS et amiante dans le sens qu'il faut attendre 30 ans, mais qu'on sait aujourd'hui un certain nombre de choses. Je faisais le parallèle, ou plutôt l'opposition, puisque sur l'amiante, il y a le cancer de la plèvre, qu'on connaît que avec l'exposition à l'amiante, et qu'on sait, quand il y a quelqu'un qui arrive avec un cancer de la plèvre, il a dû être exposé à l'amiante. Pour d'autres cancers, comme le poumon ou le cancer du sein, on connaît beaucoup de facteurs, et quand on a une personne qui a été exposée à quelque chose, on ne peut pas dire son cancer est dû à tel ou tel facteur. C'est dans ce sens-là que je faisais le parallèle, mais on espère effectivement, et c'est pour ça on est tous là aussi, que les choses y bougeront avant, dans 30 ans. Voilà. Je pense qu'il y a une chose, on se rend compte qu'on en est au b.a-ba. Parce que vous faites des études qui sont sans doute très sérieuses, mais la pauvreté de ces études, c'est dû au peu de nombre qu'il y a comme analyse. Et actuellement, c'est une carence des pouvoirs publics. Parce que, voyez-vous, il n'y a pas très longtemps, on a rencontré les mamme italiennes. Lorsque le gouvernement italien s'est rendu compte qu'il y avait une pollution pareille, en 2022, un petit peu comme chez nous avec Vert d'Orage, mais ils ont fait analyser 15 000 enfants. Nous, vous vous rendez compte que l'école de Pierre-Bénite, qui se trouve à même pas 200 mètres d'Arquément, il n'y a eu aucun dosage des enfants. On a dosé les cheveux des députés européens, on n'a pas dosé les cheveux des enfants de Pierre-Bénite. Alors, bien sûr, ce n'est pas vous les responsables, mais est-ce que vous avez un moyen d'action par rapport aux organismes d'État en leur disant « mais nous, on a besoin de ces chiffres, nous, on a besoin de ces analyses ». Parce que si on continue comme ça, c'est vrai que on peut parler de toutes les pollutions, on peut rajouter le plomb, on peut rajouter l'arsenic et tout. On se retrouve à chaque fois avec un temps de latence qui est dû à la science. Mais nous, maintenant, ce qu'on veut absolument, c'est comment on peut sauver les gens. Je ne veux pas dire les survivants, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ? Et actuellement, on se rend compte qu'il n'y a quasiment rien qui est fait. Donc ma question, c'est est-ce que vous pensez pouvoir avoir une action auprès de l'État ? Donc votre remarque rejoint une discussion qu'on avait juste avant le début avec Roland, en se disant que c'était très compliqué de mettre en place des études et qu'on avait des effectifs très faibles. Et il faut vous rendre compte que, par exemple, la mise en place de l'étude PERFAO a pris 3 ans, et au final, à aucun moment, ils ont réussi à monter cette étude-là avec des fonds nationaux. Ils ont eu uniquement des fonds locaux. Et donc, nous, on a monté plusieurs projets de recherche en demandant des fonds pour réaliser des dosages sanguins sur des grands volumes de population. Ça n'a jamais été financé, ça a toujours été refusé. On n'est jamais au clair sur exactement les raisons. Il y a probablement, comme dans tout projet scientifique, des faiblesses dans nos projets, mais c'est un manque de soutien clair des pouvoirs publics. Nous, on essaye, à notre échelle de scientifiques, de justifier au mieux nos demandes, d'illustrer par toutes les connaissances scientifiques de pourquoi il faut le faire, de justement impliquer les citoyens pour justement montrer que ça touche profondément les habitants. Mais ça n'a pas été suffisant, là, par exemple, cet exemple-là, pour avoir des fonds pour mener ces études avec les fonds suffisants. Après, je ne serai pas en capacité d'expliquer pourquoi. Je sais qu'il y a énormément de scientifiques qui font remonter au niveau national dans des conseils scientifiques
les inquiétudes. Après, il y a des arbitrages qui sont faits à plus haut niveau et souvent, c'est pas, en ce moment en tout cas, c'est rarement en faveur de l'environnement, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un moyen de connaître le nombre de cancers dans les zones en question? Parce que si ça génère des cancers, on devrait pouvoir voir un nombre anormal par rapport au reste de la population. Il y a quand même 2 centres importants à Lyon-Sud et au centre Léon Bérard, et ils doivent avoir ces données-là, normalement. Il y a moyen de les croiser? C'est pas si simple que ça. Alors, comme j'ai répondu à une question tout à l'heure, il n'y a pas de registre national des cancers chez l'adulte. Donc, typiquement, à Lyon, on n'a pas de registre. Il y a des données dans les hôpitaux, mais en fait, elles sont incomplètes. Il y a des personnes qui vont se faire soigner au centre Léon Bérard, d'autres qui vont se faire soigner dans d'autres hôpitaux. Il faudrait pouvoir merger les données de différents hôpitaux. Le problème, c'est que quand, par exemple, un patient vient se faire soigner, on a au mieux la commune d'où il vient, on n'a pas son historique résidentiel, on n'a pas forcément, même si maintenant on le fait au centre Léon Bérard, on récupère l'historique professionnel, donc on sait à peu près dans quel domaine il a travaillé, mais si on voulait le faire correctement, ça serait très compliqué à mettre en place. Donc de plus en plus, il y a la volonté au sein des hôpitaux de constituer des bases de données à partir des données patients, en essayant de récolter des informations, mais il faut se rendre compte que c'est aussi très lourd, parce que quelqu'un qui vient, qui a été diagnostiqué d'un cancer, on ne peut pas non plus l'assommer avec un questionnaire extrêmement long sur toutes les données qu'on aimerait récolter, on ne peut pas non plus... Voilà. Mais en tout cas, il y a une volonté d'aller dans cette direction-là, au niveau local, de récolter des données pour pouvoir faire des analyses, mais c'est souvent assez compliqué à mettre en œuvre. Et le cancer du sein, c'est quand même, la France est quand même le pays où il y en a le plus au monde. Il n'y a rien qui est fait pour essayer de voir d'où ça vient. Si, il y a énormément d'études qui sont menées sur le cancer du sein pour essayer d'expliquer les différents facteurs, mais le cancer du sein, c'est un cancer qui est vraiment multifactoriel. Nous, par exemple, on a mené une très grosse étude sur le lien entre cancer du sein et pollution de l'air. On a montré qu'il y avait une augmentation de risque pour 5 polluants de l'air différents au niveau français en suivant des femmes sur plus de 20 ans. Donc voilà, on a pu mettre à jour ce facteur de risque qui avant n'était pas forcément suspecté. Et il y a probablement d'autres facteurs environnementaux qui jouent sur le risque de cancer du sein qui ne sont pas aujourd'hui clairement connus. On a une étude en cours où on prend en compte peut-être que tu peux en parler, Amina, des effets cocktails, justement sur ce cancer-là. Mais Ça reste sur la pollution de l'air. Oui, on a des études, notamment la grosse cohorte française qui inclut 5 000 femmes. L'étude a été réalisée là-dessus. On a tout d'abord étudié l'impact des polluants un par un. Après, on a pris l'effet combiné. Mais je pense que l'étude dont le monsieur il parlait par rapport à la zone polluée, on ne peut pas aujourd'hui, même si on a les adresses des individus, même si on sait qu'il y a une surincidence, on ne pourrait pas affirmer que c'est lié à cette exposition. Pour affirmer une association, en fait, il faut faire des études de comparaison, avoir une population témoin. Donc c'est pour ça que nous, on travaille soit sur des études qu'ils appellent les études cas témoins, soit sur les études de cohorte. Donc c'est assez, tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être des études descriptives pour voir est-ce que les gens qui ont des cancers ont des niveaux très élevés de PFAS. Et on pourrait émettre des hypothèses, mais on ne peut pas affirmer un lien entre PFAS et cancer juste sur les données d'exposition. Si vous voulez, je prends une dernière question, mais si vous avez le temps, vous pouvez rester après la conférence tous ensemble pour échanger directement avec la personne. Mais il y avait une dame là-bas. Donc, voilà. Au niveau des études qui ont été faites, Esteban et bientôt Alban, combien de PFAS ils contrôlent? J'ai toujours eu envie de regarder, mais je n'ai jamais cherché. Et est-ce que ça peut être intéressant justement pour cartographier et connaître les lieux où il y en a davantage, quoi, de cas de cancer, je voulais dire.
Esteban, je crois que c'est 17 PFAS différents. Je ne sais pas si je me trompe, Béatrice. Et ils ont... Oui, c'est 17 PFAS différents, dont PFOA et PFOS ont été détectés dans 100% des échantillons. C'est vrai qu'on n'a pas le détail des lieux. Donc on a les chiffres comme ça qui sont On a les chiffres, oui. Il faudrait contacter Santé publique France et je ne sais pas si du coup la donnée par exemple, de la commune existe. Je pense que pour des questions d'éthique, souvent quand on monte des études, on ne peut pas avoir les adresses des patients comme ça. Disons que si c'est pas un des objectifs qui était prévu dès le départ, si c'est pas un objectif qui était prévu dès le départ dans l'étude, c'est compliqué en fait de tourner du design de l'étude. Et voilà, si à la base, voilà, Esteban, le but c'était de regarder quelle est la concentration moyenne de la population en France et qu'on a fait voilà un tirage, on essaie d'avoir une population représentative. C'est difficile après de se dire tiens finalement on va aller regarder au niveau de la commune. Si l'info n'a pas été récoltée ou mal été enregistrée, tout de suite ça devient compliqué quoi. Mais oui, ça pourrait être une piste. En tout cas. C'est des données qui sont extrêmement intéressantes pour comparer les niveaux d'exposition en France versus d'autres pays. Pour essayer il y avait l'exemple qui est très bien connu, c'est l'exemple du cadmium, où on a une concentration plus forte en France qu'en Allemagne et en Italie, qui s'explique par différents facteurs. Donc c'est très positif qu'il y ait une étude qui soit en cours pour justement pouvoir comparer déjà dans le temps comment évoluent les concentrations de PFAS dans le sang. Oui. Merci beaucoup. On pourra poursuivre cette discussion autour de la collation qu'on propose dans le hall. Juste pour votre information, le Centre international de recherche sur le cancer, on organise une conférence en mai 2026 qui portera, il y aura une partie grand public le dernier jour qui portera sur la vérité scientifique vs les fake news. Donc on vous invite à venir. Et voilà, merci beaucoup aux intervenants et merci à vous d'être venus.